Mon fils a brillé par son absence aux funérailles de ma femme. Quelques heures plus tard, il a publié des clichés des Caraïbes avec sa compagne, on profite de la vie tant qu'on peut. C'est à ce moment précis que j'ai reçu un message de ma femme, chérie, viens à la maison tout de suite. J'ai immédiatement paniqué, car elle est censée être. Je m'appelle Robert et j'ai été marié à Margaret pendant 42 ans. Elle nous a quittés après une longue bataille contre le cancer. Et aujourd'hui aurait dû être une journée pour honorer sa mémoire, lui dire au revoir, et trouver un peu de paix au milieu de ce chagrin dévastateur. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à fixer mon téléphone sur le parking de la morgue, mes mains tremblantes alors que je lisais un message texte qui ne pouvait tout simplement pas exister. Les funérailles avaient été un désastre dès leur commencement. Je n'arrêtais pas de regarder vers le fond de la chapelle, m'attendant à voir David franchir les portes. Mon unique fils, âgé de 35 ans, qui n'avait pas rendu visite à sa mère mourante une seule fois pendant son dernier mois. Sa femme, Jessica, avait trouvé des excuses à chaque appel. David est débordé par le travail, disait-elle. Ou, nous avons notre propre crise familiale en ce moment. Mais Margaret continuait de demander après lui. Même dans ces derniers jours, quand la morphine rendait tout flou, elle me serrait la main et murmurait, « David vient aujourd'hui ?» Il n'est jamais venu. Pendant la cérémonie, la sœur de Margaret, Hélène, était assise à mes côtés, tamponnant ses yeux avec des mouchoirs. Nos voisins remplissaient les bancs derrière nous. Les collègues de Margaret, de la bibliothèque où elle avait travaillé pendant 20 ans, étaient venus lui rendre hommage. Même Madame Dubois du bout de la rue, qui avait du mal à marcher avec son arthrite, avait fait l'effort d'être là, mais le siège de David est resté vide. J'ai continué à regarder mon téléphone pendant toute la cérémonie, espérant un appel, un texto, n'importe quoi qui expliquerait son absence. Peut-être qu'il y avait eu une urgence. Peut-être que son vol avait été retardé. Je me trouvais des excuses mentalement car l'alternative était trop douloureuse à accepter. Après l'enterrement, pendant que les gens m'offraient leurs condoléances et partageaient des souvenirs de Margaret, j'ai finalement reçu une notification sur mon téléphone. Mais ce n'était pas de David. C'était d'Instagram, me montrant que mon fils avait posté une nouvelle photo. Mes doigts tremblaient en ouvrant l'application. Le voilà, bronzé et souriant, tenant un cocktail fruité avec un petit parapluie. Jessica était à ses côtés dans un bikini jaune vif, les bras écartés devant un décor d'eau bleue cristalline et de sable blanc. La légende disait, la vie est belle quand on en profite. Parfois, il faut juste s'évader et se souvenir de ce qu'est le bonheur. L'horodatage indiquait que la photo avait été postée il y a tout juste 20 minutes. Pendant que je me tenais près de la tombe de sa mère, écoutant le pasteur prononcer les dernières prières, David publiait des photos de vacances. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur. Celui-ci se fissurait lentement depuis des mois en regardant Margaret s'affaiblir. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui me reliait au soleil. Je croyais connaître le petit garçon à qui j'avais appris à faire du vélo. L'adolescent à qui j'avais aidé pour les dossiers universitaires. Le jeune homme qui m'appelait tous les dimanches pendant des années. Cette connexion s'est rompue comme une brindille sèche. Hélène m'a vu fixer mon téléphone. « Robert, tu vas bien ?» Je ne pouvais pas parler. Je lui ai simplement tendu mon téléphone et j'ai vu son visage passer de l'inquiétude au dégoût. C'est égoïste. Elle s'est interrompue, a jeté un regard autour d'elle aux autres personnes en deuil, et a baissé la voix. Comment a-t-il pu faire ça, aujourd'hui de tous les jours ? J'ai repris le téléphone et j'ai parcouru les commentaires sous sa publication. Des amis les félicitant pour leur escapade bien méritée. Des cœurs et des émojis de feu, des gens leur disant qu'ils le méritaient et de profiter de chaque instant. Personne ne semblait savoir que la mère de David venait d'être enterrée. C'est alors que mon téléphone a vibré avec un message texte. L'expéditeur affichait Margaret et mon cœur s'est arrêté. « Chérie, viens à la maison tout de suite. » J'ai fixé l'écran, ma vision se brouillant. Les coordonnées de Margaret étaient toujours dans mon téléphone, mais cela devait être une sorte de blague cruelle. Peut-être que David avait réussi à accéder à son téléphone. Peut-être était-ce un message retardé qui était resté bloqué dans un serveur quelque part. Mais l'horodatage montrait qu'il venait d'être envoyé. Hélène a vu mon visage devenir blanc. « Robert, qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai montré le message. Elle l'a regardé un long moment, puis moi. « C'est impossible », a-t-elle murmuré.
Je sais que c'est impossible, ai-je dit, ma voix à peine audible, mais il est là. La partie rationnelle de mon esprit cherchait désespérément des explications. Bug de téléphone, livraison retardée, quelqu'un jouant un mauvais tour. Mais une autre partie de moi, celle qui avait aimé Margaret pendant plus de 4 décennies, celle qui la connaissait mieux que quiconque au monde, me disait autre chose. Margaret avait toujours été méthodique, toujours un coup d'avance. Quand elle a été diagnostiquée avec le cancer, elle avait immédiatement commencé à tout organiser. Elle avait mis à jour son testament, arrangé les fleurs pour ses propres funérailles, même choisi la robe dans laquelle elle voulait être enterrée. « Je veux m'assurer que tu iras bien », m'avait-elle dit. « Je veux boucler toutes les affaires. » Et si ce n'était pas une affaire à boucler? Et si c'était intentionnel? J'ai jeté un dernier regard autour du cimetière. La plupart des personnes en deuil étaient parties, retournant à leur voiture ou à la réception à l'église. J'ai pris Hélène à part. « Je dois rentrer », ai-je dit. « Bien sûr, tu dois. Tu es épuisé. Cela a été une journée impossible. »« Non, tu ne comprends pas. Je dois rentrer maintenant, seule. » Elle a étudié mon visage, voyant quelque chose qui lui a fait hocher lentement la tête. « Veux-tu que je vienne avec toi ?» J'ai secoué la tête, quoi qu'il m'attende à la maison. Quoi que Margaret ait prévu, j'avais le sentiment que je devais y faire face moi-même. Le trajet du retour m'a semblé durer une éternité, même si ce n'était que 15 minutes. Notre maison avait l'air exactement comme ce matin quand j'étais parti pour les funérailles. Mais d'une manière ou d'une autre, elle semblait différente. Vide d'une manière qui allait au-delà de l'absence de Margaret. Je me suis assis dans l'allée un instant, regardant les fenêtres, m'attendant à moitié à voir la silhouette de Margaret bouger à l'intérieur. Mais la maison était sombre et silencieuse. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais la porte d'entrée. Je suis entré dans notre maison et j'ai immédiatement su que quelque chose était différent. Pas seulement l'absence de la présence de Margaret, mais quelque chose d'autre. Quelque chose avait été déplacé. Sur notre table de cuisine, où ce matin-là, il n'y avait rien d'autre que le journal du matin que je n'avais pas eu le temps de lire, il y avait maintenant une enveloppe en manille à mon nom, écrite de l'écriture soignée de Margaret. Mon cœur battait la chamade en m'approchant, mais pas résonnant trop fort dans la maison silencieuse. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient plusieurs objets. Une clé que je ne reconnaissais pas, une lettre manuscrite de Margaret, et un petit morceau de papier avec une adresse que je n'avais jamais vue auparavant. Mes mains tremblaient alors que je dépliais la lettre. « Mon très cher Robert, commençait-elle, si tu lis ceci, alors mes pires craintes concernant David se sont confirmées. Je prie pour me tromper, mais s'il n'est pas venu à mes funérailles, s'il a choisi d'être ailleurs pendant ton deuil, alors tu dois savoir la vérité sur notre fils. » J'ai dû m'arrêter de lire et m'asseoir. Margaret avait anticipé cela. D'une manière ou d'une autre, elle savait que David ne se présenterait pas aujourd'hui. La lettre continuait, « Il y a 3 mois, pendant mes traitements et pendant que tu étais au travail, j'ai remarqué des irrégularités dans nos relevés bancaires. De petites sommes manquaient ici et là. Rien qui ne retiendrait immédiatement ton attention car tu faisais confiance à David pour nous aider à gérer les choses quand je devenais trop malade pour m'occuper des formalités administratives moi-même. » Je me souvenais de ces jours-là. Margaret avait toujours été celle qui s'occupait de nos finances. Mais à mesure que la chimiothérapie l'affaiblissait, elle avait demandé à David de l'aider à payer les factures et à organiser les papiers. Il avait semblé si désireux d'aider, si préoccupé de s'assurer que nous n'ayons pas à nous soucier des choses banales pendant que nous gérions sa maladie. J'ai commencé à suivre, continuer la lettre. Et Robert, au cours des 2 dernières années, David a volé près de 47 000 € sur nos comptes. Il a utilisé nos cartes de crédit pour des dîners chers, des hôtels de luxe et des virées shopping. La clé dans cette enveloppe ouvre un coffre-fort à la Banque nationale. Boîte numéro 212. À l'intérieur, tu trouveras des copies de tout. Toutes les preuves que je rassemblais. Ma poitrine se serrait. Je pouvais à peine respirer. 47 000 €. C'était l'argent que nous avions économisé pour la retraite. L'argent que nous avions prévu d'utiliser pour les frais médicaux de Margaret que l'assurance ne couvrait pas. L'argent qui aurait pu payer de meilleurs traitements, des infirmières privées, tout ce qui aurait pu rendre ces derniers mois plus confortables. L'adresse est celle d'un détective privé nommé Sarah Chen. Je l'ai engagé il y a 6 semaines quand j'ai réalisé l'ampleur de ce que David faisait.
Elle a documenté le tout. David n'a pas seulement un problème de dépenses, Robert. Il nous a menti à propos de son travail, de ses revenus, de tout. Il a été licencié de son poste dans l'agence de marketing il y a 8 mois, mais ne nous l'a jamais dit. Il a utilisé notre argent pour maintenir l'illusion que Jessica et lui étaient prospères. J'ai posé la lettre et j'ai fixé le mur où Margaret et moi avions accroché des photos de famille au fil des ans. Des photos de David bébé, ses premiers pas, sa remise de diplôme universitaire. Sur chaque photo, il souriait, le fils parfait. Comment avais-je pu manquer cela? Comment avais-je pu être si aveugle? Mais même en me posant ces questions, j'ai réalisé que je n'avais pas été complètement aveugle. Il y avait eu des signes. Les vêtements chers que David portait quand il venait nous voir, même s'il prétendait avoir des difficultés financières. La façon dont il semblait toujours avoir de l'argent pour des cadeaux élaborés pour Jessica, mais ne contribuait jamais aux frais médicaux de sa mère. Les réponses évasives quand je posais des questions sur son travail. J'ai repris la lettre, ma main plus stable maintenant, mais mon cœur battant la chamade. Je voulais le confronter, mais j'ai alors réalisé quelque chose qui m'a brisé le cœur plus que le vol. J'ai entendu une conversation téléphonique qu'il avait avec Jessica il y a 3 semaines. Il se tenait dans notre jardin arrière, pensant que je dormais à l'étage. Il disait, et je n'oublierai jamais ces mots. Ça ne sera plus long. Maman va de plus en plus mal chaque jour. Une fois qu'elle sera partie, nous hériterons de tout et nous pourrons enfin vivre la vie que nous méritons. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis penché, haletant réellement. David attendait la mort de sa mère, comptant dessus, planifiant cela. Robert, je veux que tu saches que je ne t'ai jamais parlé de tout ça parce que je ne voulais pas que tes derniers mois avec moi soient remplis de colère et de chagrin à cause de David. Je voulais que nous ayons la paix, mais je ne pouvais pas non plus le laisser s'en tirer comme ça. J'ai changé notre testament. J'ai déplacé notre argent. J'ai protégé ce que nous avons construit ensemble, et j'ai laissé des instructions sur la façon de gérer cette situation. La lettre expliquait que Margaret avait discrètement transféré la majorité de leurs économies sur des comptes que David ne connaissait pas. Elle avait consulté un avocat et restructuré leur succession de manière à empêcher David d'hériter quoi que ce soit de substantiel. Mais plus que cela, elle avait créé un plan pour exposer son comportement et lui faire assumer les conséquences de ses actes. Je sais que c'est beaucoup à assimiler le jour de mes funérailles, mon amour. Mais l'absence de David aujourd'hui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui il est vraiment. Le fils que nous avons élevé, le garçon que nous avons aimé, il est parti. Cette personne qui a volé sa mère mourante, qui a célébré pendant que son père pleurait seul. Ce n'est plus notre David. Peut-être qu'il ne l'a jamais été. Je me suis mis à pleurer alors, pas seulement de chagrin pour la perte de Margaret, mais de la réalisation dévastatrice que j'avais perdu mon fils bien avant aujourd'hui. Peut-être que je ne l'avais jamais vraiment connu. La dernière partie de la lettre contenait des instructions spécifiques. Je devais visiter le coffre-fort le lendemain, examiner toutes les preuves que Margaret avait compilées, puis rencontrer Sarah Chen pour discuter des prochaines étapes. Il y avait aussi une petite enveloppe marquée, à ouvrir seulement si David rentre réclamant son héritage. J'ai regardé cette enveloppe pendant un long moment, sachant que son contenu détruirait probablement ce qui restait de la relation entre David et moi. Mais après avoir vu ses photos de vacances, après avoir lu la conversation téléphonique que Margaret avait surprise, je n'étais plus sûr qu'il restait une relation à détruire. Mon téléphone a vibré avec une autre notification. Un autre post Instagram de David. Cette fois, c'était une vidéo de lui et Jessica dans ce qui semblait être un restaurant chic, trinquant avec du champagne. La légende disait, célébrons les nouveaux départs. La vie est trop courte pour la gaspiller dans la négativité. À vivre authentiquement et à s'entourer des personnes qui comptent vraiment. J'ai fixé cette dernière phrase. Les personnes qui comptent vraiment. Apparemment, sa mère mourante et son père en deuil ne figuraient pas sur cette liste. Je me suis dirigé vers le côté de Margaret de notre lit et je me suis assis, tenant son oreiller contre ma poitrine. Ça sentait encore son parfum. Pendant 42 ans, elle avait été ma partenaire, ma meilleure amie, mon ancre. Même dans la mort, elle me protégeait encore, anticipait encore, essayait encore de me mettre à l'abri de la douleur tout en s'assurant que justice soit rendue. Demain, j'irai à la banque. Je rencontrerai le détective privé. J'apprendrai l'étendue complète de la trahison de mon fils et je déciderai comment réagir. Mais ce soir,
je voulais juste m'asseoir dans la maison que Margaret et moi avions partagée et essayer de comprendre qu'en l'espace d'une journée, j'avais enterré ma femme et découvert que mon fils était un étranger. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à la Banque nationale, la clé de Margaret serrée dans ma paume moite. Le coffre-fort a révélé tout ce qu'elle avait promis et plus encore. Relevé bancaire montrant des retraits systématiques. Facture de carte de crédit pour des achats de luxe que je n'avais jamais autorisés. Reçu de dîner coûteux pendant que Margaret était à l'hôpital en chimiothérapie. Photos prises par le détective privé de David et Jessica dans des magasins haut de gamme, faisant des achats avec ce que je savais maintenant être de l'argent volé. Mais la preuve la plus accablante était un dossier intitulé « Enregistrement téléphonique ». Sarah Chen avait réussi à obtenir des enregistrements des conversations de David avec Jessica. Je les ai écoutés dans ma voiture sur le parking de la banque. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures devenaient blanches. Elle s'affaiblit de jour en jour, disait la voix de David à travers le petit appareil d'enregistrement. Le médecin pense qu'il reste encore 1 mois ou 2 au maximum. Dieu merci, répondit la voix de Jessica. Je ne peux plus faire semblant de m'en soucier très longtemps. As-tu vu cette carte pathétique qu'elle a envoyée pour mon anniversaire? Jean, je veux une vieille chose de pharmacie d'une mourante. Une fois qu'elle sera partie, nous aurons accès à tout. Papa est trop émotif pour penser clairement aux finances. Il va probablement tout me confier pour que je gère et alors nous pourrons enfin sortir de cette ville ennuyeuse et aller quelque part avec une vraie culture. Peut-être la Californie. J'ai toujours voulu une maison près de la plage. J'ai dû éteindre l'enregistrement. Je suis resté assis là sur le parking pendant 20 minutes, juste en respirant, essayant de comprendre la cruauté désinvolte dans leur voix. Ils ne volaient pas seulement de l'argent. Ils comptaient les jours jusqu'à la mort de Margaret. 3 jours plus tard, David est finalement rentré à la maison. J'étais assis dans le jardin de Margaret quand j'ai entendu sa voiture se garer dans l'allée. Elle y avait passé des heures, surtout pendant ses traitements quand l'air frais soulageait ses nausées. J'étais venu ici tous les soirs depuis les funérailles, assis parmi ces roses et me sentant proche d'elle. David a fait le tour pour aller dans le jardin arrière comme s'il possédait l'endroit, Jessica le suivant de près. Ils étaient toujours bronzés de leurs vacances dans les Caraïbes. Et Jessica portait des sacs de shopping de magasins chers. Ils avaient l'air détendus, rafraîchis, comme des gens revenus d'une pause bien méritée plutôt que comme des gens qui avaient manqué les funérailles d'une mère. « Salut, papa », a dit David avec nonchalance, comme si son absence n'avait pas besoin d'explication. « Désolé, nous n'avons pas pu rentrer à temps. Retard de vol, tu sais comment c'est. » Je l'ai regardé pendant un long moment. C'était mon fils. Le bébé que j'avais tenu dans mes bras il y a 35 ans. Le garçon à qui j'avais appris à lancer une balle de baseball et à conduire une voiture. Mais la personne qui se tenait devant moi était un étranger portant le visage de mon fils. « Tu as manqué les funérailles de ta mère », ai-je dit doucement. David a haussé les épaules. « Je sais, et je m'en sens mal. » Sentir? Mais maman aurait voulu qu'on soit heureux, n'est-ce pas? Elle n'aurait pas voulu qu'on annule notre voyage et qu'on perde tout cet argent. Jessica s'est avancée, sa voix ridiculement douce. Nous étions dévastés de ne pas pouvoir être là, Robert. Mais nous savions que tu avais tout sous contrôle. Tu es si fort. Je me suis levé lentement, en retirant la terre du jardin de Margaret de mes mains. Venez à l'intérieur. Nous devons parler. Dans le salon, David a immédiatement commencé à regarder autour de lui avec le regard calculateur de quelqu'un qui évalue une propriété. Il a ramassé un des vases antiques de Margaret, l'examinant comme s'il en estimait la valeur. Alors, a-t-il dit en reposant le vase. Je suppose que nous devons commencer à parler de choses pratiques. La maison, l'assurance vie de maman, les actifs de l'entreprise. Je sais que c'est difficile d'y penser en ce moment, mais plus tôt nous organiserons tout, mieux ce sera. Tu as raison, ai-je dit. Nous devons parler de choses pratiques. Je me suis dirigé vers le bureau où Margaret avait l'habitude de payer les factures et j'ai sorti la petite enveloppe qu'elle m'avait laissée, celle marquée à ouvrir seulement si David rentre réclamant son héritage. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une liste de dates, de montants et de numéros de compte. Qu'est-ce que c'est? A demandé David, essayant de paraître décontracté, mais je pouvais entendre la tension monter dans sa voix. Ta mère tenait des registres très détaillés, ai-je dit, sans lever les yeux du papier. Elle était toujours douée avec les chiffres.
Jessica et David ont échangé un regard rapide. Elle s'est rapprochée de lui, sa main touchant son bras dans un geste qui ressemblait à du soutien, mais qui semblait plus un avertissement. Enregistrement de quoi? A demandé David. Je l'ai regardé alors. Vraiment regardé. Des 47 000 € que tu nous as volés au cours des 2 dernières années. Le silence dans la pièce était assourdissant. Le visage de David a traversé plusieurs expressions en succession rapide. Surprise, peur, puis quelque chose de plus dur, quelque chose de calculateur. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il dit. Le 15 mars de l'année dernière, 800 € retirés de notre compte d'épargne. Le même jour où toi et Jessica avez dîné au Lernardan en ville. Le reçu indique une facture de 750 €. La mâchoire de David s'est serrée. Tu es confus. Tu es en deuil et tu ne penses pas clairement. Le 22 avril. 1500 € débités de notre carte de crédit chez Nordstrom. Le post Instagram de Jessica ce jour-là la montre avec des sacs de shopping Nordstrom, parlant de sa journée de thérapie shopping. Le visage de Jessica était devenu pâle, mais David s'est avancé agressivement. C'est de la folie. Maman était malade. Elle était sous médicaments. Elle était probablement confuse à propos des finances. Le 3 juin, ai-je poursuivi, ma voix devenant plus forte, 2000 € transférés sur ton compte personnel. Le même jour où tu as posté sur ta escapade surprise de fin de semaine à Martha's Vineyard. Arrête ça, a dit David, sa voix montant. Arrête ça. C'est exactement le genre de comportement paranoïaque qui rendait maman folle quand elle était malade. C'est alors que quelque chose en moi a cédé. N'ose pas parler de ta mère comme ça. Elle est morte en te demandant. Chaque jour, elle demandait quand tu viendrais nous rendre visite. Et moi, je gérais mes propres problèmes, a crié David en retour. Tu penses que c'était facile pour moi de la voir dépérir? Tu penses que j'aimais la voir comme ça? Alors tu as décidé de lui voler à la place. Le masque de David a finalement complètement glissé. Le fils concerné, le membre de la famille en deuil, tout cela s'est effacé et j'ai vu qui il était vraiment. Nous n'avons rien volé, a-t-il dit froidement. Nous avons pris ce dont nous avions besoin pour survivre. Toi et maman n'avez jamais compris ce que c'était que d'essayer de construire une vie dans cette économie. Nous avons des dépenses. Nous avons une image à maintenir avec notre argent. Avec l'argent qui allait de toute façon être le nôtre. Jessica a soudainement éclaté, puis a immédiatement regretté d'avoir parlé. David lui a lancé un regard vif, mais il était trop tard. La vérité était sortie. Voilà, ai-je dit doucement. Tu attendais sa mort. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, a dit David rapidement. Mais sa voix manquait de conviction. Je me suis dirigé vers le bureau et j'ai sorti l'enregistreur que Sarah Chen m'avait donné. Veux-tu entendre la conversation que tu as eue avec Jessica il y a 3 semaines? Celle où vous parliez de combien de temps il restait à ta mère? David s'est complètement immobilisé. Le visage de Jessica s'est effondré et elle a commencé à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'était des larmes de panique, de quelqu'un qui avait été pris. Tu nous as enregistrés? La voix de David n'était qu'un murmure. Ta mère vous a enregistré. Elle a engagé un détective privé quand elle a réalisé ce que tu faisais. Elle a tout documenté. David s'est affalé sur une chaise, le visage dans ses mains. Pendant un moment, j'ai cru voir une lueur du fils que j'avais élevé, quelqu'un qui pourrait être capable de honte ou de regret. Mais quand il a levé les yeux, ses yeux étaient froids et calculateurs. Très bien, a-t-il dit. Tu nous as attrapés. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on le rembourse? On peut organiser un plan de paiement. Je l'ai regardé, incrédule. Même maintenant, pris dans ses mensonges, il essayait de négocier. Ce que je veux, ai-je dit lentement, c'est que tu partes. Tous les deux. Sors de ma maison et ne reviens plus. C'est la maison de mon enfance, a protesté David. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte, et tu n'es plus le bienvenu ici. Jessica avait arrêté de pleurer et regardait maintenant David avec quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Dis-lui pour les dettes, a-t-elle sifflé. Dis-lui qu'on a besoin de l'argent de l'héritage. David lui a lancé un regard noir, mais je pouvais voir la panique dans ses yeux maintenant.
Nous avons quelques obligations financières, a-t-il dit prudemment. Nous comptions sur. Nous avons fait des investissements basés sur les actifs futurs. Tu as dépensé de l'argent que tu n'avais pas parce que tu supposais que ta mère mourrait et te laisserait tout. Ce n'est pas si simple, a dit David. Mais sa voix était faible. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Oui, c'est aussi simple que ça. Partez. David s'est levé lentement, le visage mêlant colère et peur. Tu vas le regretter, papa. Nous sommes ta famille. Quand tu seras vieux, malade et seul, ne viens pas pleurer auprès de nous. Je suis déjà seul, ai-je dit. Ma femme est morte et mon fils est mort bien avant elle. Ils sont partis sans un mot de plus. Jessica sanglotant dramatiquement en se dirigeant vers leur voiture. J'ai regardé par la fenêtre pendant que David était assis au volant pendant plusieurs minutes, probablement en train de réfléchir à sa prochaine étape. Finalement, ils se sont éloignés. Ce n'est qu'alors que je me suis permis de m'effondrer sur la chaise préférée de Margaret et de faire enfin le deuil de tout ce que j'avais perdu. Je n'ai pas eu de nouvelles de David pendant 2 semaines après l'avoir mis dehors. J'ai passé ces jours à suivre les instructions détaillées de Margaret, rencontrant des avocats et des conseillers financiers, apprenant l'étendue de ce qu'elle avait mis en œuvre avant sa mort. Ma femme avait planifié cette confrontation pendant des mois, et sa préparation était méticuleuse et dévastatrice. Sarah Chen, le détective privé, m'a rencontré dans un café du centre-ville pour examiner les derniers détails. C'était une femme petite et sérieuse aux yeux perçants, qui parlait de manière précise et mesurée. Votre femme était très spécifique sur ses souhaits, m'a dit Sarah, étalant des documents sur la table entre nous. Elle voulait s'assurer que David affronterait de vraies conséquences, pas seulement émotionnelles. Elle m'a montré des relevés bancaires prouvant que Margaret avait discrètement transféré 83 000 €, presque toutes nos économies, sur un nouveau compte auquel seul moi avais accès. Elle avait également modifié les bénéficiaires de toutes nos polices d'assurance et de nos comptes de retraite. Mais ce n'est pas la partie la plus importante, a continué Sarah. Elle a également documenté le vol de David et déposé une plainte officielle auprès du procureur du district. Elle attendait votre approbation pour procéder. J'ai posé les papiers, les mains tremblantes. Margaret m'avait donné le pouvoir de détruire complètement la vie de notre fils, mais elle m'avait aussi donné le choix. Il y a plus, a dit Sarah doucement. Nous avons retracé où allait l'argent volé. David et Jessica sont endettés. Carte de crédit, prêt personnel, location d'un appartement de luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils ont vécu entièrement au-delà de leurs moyens, comptant sur votre héritage pour tout couvrir. Elle m'a tendu un autre dossier. Ils doivent environ 62 000 € de dettes diverses. Sans l'héritage qu'ils attendaient, ils font face à la faillite d'ici quelques mois. J'ai rentré chez moi ce jour-là, le plan final de Margaret pesant sur mon esprit. Elle avait tout positionné parfaitement. David nous avait volé, avait vécu de notre argent, et avait attendu sa mort pour pouvoir hériter de ce qui restait. Maintenant, il obtiendrait exactement ce qu'il méritait, rien. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat, l'ami de longue date de Margaret, Patricia Williams, et je lui ai dit de procéder au changement de testament exactement comme Margaret l'avait spécifié. Au lieu de laisser tout à David, tout notre patrimoine irait à la fondation Margaret Holloway pour la recherche sur le cancer, une œuvre de charité que Margaret avait créée dans ces dernières semaines. 3 jours plus tard, David m'a appelé. « Papa, nous devons parler. » Sa voix semblait tendue, désespérée. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé et je veux arranger les choses. Il est trop tard pour ça, David. Non, ce n'est pas le cas. Écoute, je sais que nous avons fait des erreurs, mais nous sommes une famille. Nous pouvons y arriver. J'ai pu entendre Jessica chuchoter urgemment en arrière-plan. Ils étaient visiblement en crise. En fait, ai-je dit, je pense qu'il est temps que nous nous revoyions. Venez à la maison demain à 14 h. Merci, papa. Merci. Nous serons là. L'après-midi suivant, David et Jessica sont arrivés, l'air hagard. Les vêtements de créateur de Jessica ne pouvaient pas cacher les rides de stress autour de ses yeux, et David avait perdu du poids. Ils se sont assis sur le bord du canapé comme des gens qui n'étaient pas sûrs d'être les bienvenus. « Papa » a commencé David, « je veux m'excuser. M'excuser sincèrement. Nous avons eu tort de prendre cet argent sans demander. Nous avons eu tort de manquer les funérailles de maman. Nous y avons réfléchi et nous voulons tout rembourser.
Jessica a hoché la tête avec eagerness. Nous avons déjà parlé à un conseiller financier pour mettre en place un plan de paiement. Nous pouvons vous rembourser dans les 5 ans. Je les ai regardés tous les deux pendant un long moment. 5 ans, peut-être moins, a dit David rapidement. Nous avons tous les deux de nouveaux emplois, des postes mieux rémunérés. Nous pouvons arranger ça. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le bureau où j'avais laissé les documents que Patricia avait préparés. C'est très généreux de votre part, mais inutile. Qu'est-ce que tu veux dire, a demandé Jessica. Je lui ai tendu une copie du Nouveau Testament. Ta mère a changé son testament avant de mourir. Tu n'hérites de rien. Le visage de David est devenu blanc en lisant. Ceci dit que tout va à une fondation. La fondation Margaret Holloway pour la recherche sur le cancer. Ta mère l'a créée un mois avant de mourir. Tu ne peux pas faire ça, a dit Jessica, sa voix montant. Nous avons besoin de cet argent. Nous avons des obligations. Quelles obligations, ai-je demandé. David et Jessica ont échangé des regards désespérés. Finalement, David a parlé. Nous avons emprunté de l'argent. Des sommes considérables. Nous devions le rembourser après la mort de ta mère et ton héritage. Ce n'est pas comme ça, a protesté David faiblement. C'est exactement comme ça. Tu as contracté des prêts en comptant sur ton héritage pour les rembourser. Vous avez volé comme nous, en comptant sur le fait que nous ne poursuivrions jamais notre propre fils. Jessica a commencé à pleurer. Robert, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Ce ne sont pas seulement des dettes de carte de crédit, nous avons emprunté à des gens très sérieux. Si nous ne pouvons pas les rembourser, elle n'a pas terminé sa phrase, mais l'implication était claire. Il s'était impliqué avec des usuriers ou pire. Combien vous devez, ai-je demandé. 62 000 euros, a admis David. Mais si nous pouvons juste obtenir une partie de l'héritage, même la moitié, nous pouvons négocier avec eux. Je me suis dirigé vers le bureau et j'ai sorti un autre document. J'ai une proposition pour vous. David s'est penché avec empressement. N'importe quoi, papa. De quoi as-tu besoin? Je veux que tu signes cette confession détaillant tout ce que tu nous as volé au cours des 2 dernières années. Chaque montant, chaque date, chaque mensonge que tu nous as dit. Pourquoi, a demandé Jessica avec suspicion. Parce que si tu signes ceci, je te donnerai 50 000 euros pour payer tes dettes et disparaître de ma vie pour toujours. La pièce est devenue silencieuse. David a lu la confession, son visage devenant plus pâle à chaque page. Ceci admet le vol qualifié, a-t-il dit finalement. Oui, c'est le cas. Et si tu signes, j'aurai une preuve légale de tes crimes. Mais je te donnerai aussi assez d'argent pour recommencer ailleurs. Et si nous ne signons pas, a demandé Jessica. J'ai sorti la plainte pénale que Margaret avait déposée. Alors je la déposerai auprès du procureur du district demain matin. Sarah Chen a déjà tout documenté. Tu seras arrêté d'ici une semaine. David a regardé les papiers dans ses mains. Tu nous fais chanter. Je vous offre un choix. Le même choix que ta mère voulait que tu aies. Assume la responsabilité de ce que tu as fait et accepte les conséquences, ou fais face à des conséquences bien pires devant la justice. Jessica a attrapé le bras de David. Nous devons signer. Nous n'avons pas le choix. Il y a une autre condition, ai-je dit. Vous signez tous les deux des déclarations acceptant de ne plus jamais me contacter. Pas d'appel téléphonique, pas de lettres, pas de présentation à ma maison. Vous prenez l'argent et vous disparaissez. David a regardé autour de lui dans le salon, les photos de lui enfant, la vie qu'il abandonnait. Pendant un moment, j'ai cru voir un remords sincère dans ses yeux. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin, a-t-il dit doucement. Quand ça a commencé, j'avais juste besoin d'un peu d'aide. Je pensais que je le rembourserais avant que tu ne remarques. Mais tu ne l'as pas remboursé. Tu en as pris de plus en plus. Et tu as célébré quand ta mère est morte. David a tressailli. Je n'ai pas célébré. Tu as posté des photos de vacances pendant ses funérailles. Il n'avait pas de réponse. Il a regardé Jessica, qui pleurait à nouveau, puis est retourné à la confession. Si je signe ça, me promettras-tu de ne pas porter plainte? Tant que tu respectes l'accord et que tu restes hors de ma vie pour toujours. David a pris le stylo avec une main tremblante.
50 000 euros. 50 000 euros et tu ne me vois plus jamais. Il a signé la confession. Jessica a signé sa déclaration. Je leur ai écrit un chèque sur le compte que Margaret avait ouvert. De l'argent qui était autrefois le leur de droit, mais qui était maintenant un paiement pour leur exil. Ils sont partis cet après-midi-là avec un chèque de banque et des valises pleines de leurs affaires. David s'est arrêté à la porte, me regardant avec quelque chose qui aurait pu être du regret. Je suis désolé, papa, pour tout. Je n'ai pas répondu. Désolé ne suffisait plus. Après qu'il se soit éloigné, je me suis assis dans le jardin de Margaret et j'ai appelé Patricia Williams. C'est fait, lui ai-je dit. La confession est signée. Ils sont partis. Bien, a-t-elle dit. Margaret serait fière. Tu leur as donné plus de miséricorde qu'ils ne le méritaient. Cette nuit-là, j'ai ouvert une bouteille de vin que Margaret et moi gardions pour notre 45e anniversaire de mariage et j'ai porté un toast à sa mémoire. Elle m'avait protégé même dans la mort et elle avait donné à notre fils une dernière chance de montrer qui il était vraiment. Il avait échoué à ce test, mais j'étais enfin libre. Pendant 3 mois après que David et Jessica aient quitté la ville avec leurs 50 000 euros, je n'ai eu aucune nouvelle d'eux. J'ai commencé à penser que peut-être, juste peut-être, ils avaient réellement appris quelque chose des conséquences de leurs actions. Peut-être qu'ils avaient utilisé l'argent pour recommencer quelque part, trouver un travail honnête et commencer à construire une vie honnête. J'aurais dû mieux savoir. Le premier signe que les choses tournaient mal est venu par Hélène, la sœur de Margaret. Elle m'a appelé un mardi soir pendant que je lisais dans le fauteuil préféré de Margaret. Robert, a-t-elle dit, la voix tendue par l'inquiétude. Je viens de raccrocher avec ma copine Linda à Phoenix. Elle dit avoir vu David et Jessica dans un casino là-bas le week-end dernier. Mon estomac s'est effondré. Un casino ? Pas juste une visite, Robert. Linda travaille dans l'hôtellerie là-bas. Elle dit qu'ils séjournaient dans des suites pour gros joueurs, jetant l'argent comme s'ils étaient millionnaires. David jouait au poker à des tables à 1 000 euros de mise minimale. J'ai fermé les yeux, sentant un poids familier s'installer dans ma poitrine. Bien sûr, ils jouaient. Les 50 000 euros que je leur avais donnés pour payer leurs dettes et recommencer étaient devenus de l'argent de jeu à la place. Il y a plus, a continué Hélène à contre-cœur. Linda a dit que Jessica était ivre, se vantant auprès d'autres clients qu'ils avaient parfaitement joué le vieil homme et obtenu exactement ce qu'ils voulaient. La trahison n'aurait plus dû me surprendre, mais cela ressemblait toujours à un coup de poing dans l'estomac. Même après tout ça, une petite partie de moi avait espéré que David pourrait saisir cette opportunité pour changer, pour devenir l'homme que Margaret et moi avions essayé d'élever. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Sarah Chen, le détective privé que Margaret avait engagé. Monsieur Hallyday, a-t-elle dit. Je pensais que vous devriez savoir que David et Jessica sont de retour en ville, mais ils ne logent pas dans des endroits sympas. Elle m'a rencontré au même café où nous avions discuté des derniers plans de Margaret. Cette fois, la nouvelle qu'elle m'a apportée était dévastatrice d'une autre manière. Ils ont flambé les 50 000 euros en 6 semaines, a-t-elle rapporté, faisant glisser un dossier sur la table. La plupart est allé aux pertes de jeu à Phoenix et à Las Vegas. Le reste est allé à des hôtels de luxe et des dîners chers. Ils n'ont pas remboursé une seule dette. J'ai ouvert le dossier pour trouver des photos de David et Jessica, l'air hagard et désespérés. Ils étaient visiblement fauchés à nouveau, mais cette fois ils avaient l'air effrayés. Les gens à qui ils doivent de l'argent ne sont plus patients, a continué Sarah. Selon mes sources, David et Jessica subissent une très forte pression pour payer. Ils logent dans des motels bon marché, déménagent tous les quelques jours, et maintenant ils sont de retour ici. Ils sont de retour parce qu'ils sont désespérés. La famille de Jessica ne les aide plus, et ils ont brûlé les ponts avec leurs amis. Vous êtes leur dernier espoir. Sarah m'a montré d'autres photos prises au cours de la semaine passée. David essayant de trouver du travail dans diverses entreprises de la ville, étant refusé à chaque fois. Jessica pleurant devant une banque, probablement après s'être vue refuser des prêts. Tous deux semblaient maigres et vaincus. Il y a autre chose, a dit Sarah prudemment. Hier, David est allé au bureau du journal. Il a passé 2 heures à parler à un journaliste. Mon sang s'est glacé. À propos de quoi? Je ne sais pas avec certitude, mais étant donné leur situation, je suppose qu'il essaie de créer une pression publique.
vous faire passer pour le père cruel qui a abandonné son fils dans son heure de besoin. Ce soir-là, David a prouvé mes soupçons. Il m'a appelé pour la première fois depuis qu'il avait quitté la ville. Papa. Sa voix était rauque, désespérée. Nous devons parler. Je pensais que notre accord était que tu ne me contacterais plus jamais. L'accord est caduc, a-t-il dit rapidement. Nous n'avons jamais eu la chance de nous établir correctement. L'argent n'était pas suffisant. L'argent était censé payer vos dettes et vous donner un nouveau départ. C'est compliqué, papa. Il y a eu des dépenses imprévues, des revers. Écoute, pouvons-nous juste nous rencontrer, s'il te plaît? Je suis ton fils. Nous pouvons arranger ça. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de le rencontrer dans une cafétéria en dehors de la ville. Je suis arrivé pour trouver David seul, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans et 3 mois. Ses vêtements étaient froissés, son visage non rasé, ses yeux injectés de sang. « Où est Jessica ?» ai-je demandé en m'asseyant en face de lui. « Elle m'a quitté », a-t-il dit sèchement. « Il y a 2 semaines. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter le stress. Elle a trouvé un homme avec de l'argent et est partie en Floride. J'ai ressenti une lueur de ce qui aurait pu être de la sympathie, mais je l'ai refoulée. Je suis désolé de l'apprendre. Vraiment? Parce que tu es la raison pour laquelle elle est partie. Si tu ne m'avais pas coupé, si tu nous avais juste aidé comme la famille est censée aider la famille, rien de tout cela ne serait arrivé. David, tu as volé ta mère mourante. J'ai emprunté de l'argent à ma famille quand j'étais en difficulté. Il y a une différence. Tu n'as jamais eu l'intention de le rembourser. Tu ne sais pas ce que j'avais l'intention. Sa voix montait, attirant les regards des autres clients. Tu as juste décidé que j'étais coupable et tu m'as jeté comme un déchet. J'ai étudié son visage, cherchant tout signe de l'homme que j'avais élevé, tout indice de responsabilité ou de remords sincère. Je n'ai vu que de la colère et un sentiment de droit. Qu'est-ce que tu veux, David? Je veux que tu fasses ce qu'il faut. Je veux que tu aides ton fils quand il est à terre. Je veux que tu te souviennes que la famille signifie quelque chose. Combien d'argent veux-tu? Ses yeux se sont illuminés d'un espoir désespéré. 30 000 € me remettraient sur pied. J'ai une opportunité d'emploi en Californie, mais j'ai besoin d'argent pour y aller et m'installer. Non, 20 000 € alors, juste pour payer les dettes les plus urgentes. Non, 10 000 €, papa. Juste 10 000 € pour me faire vivre. Je l'ai regardé assis en face de moi, cet étranger portant le visage de mon fils, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais jamais à ressentir envers mon propre enfant. Un détachement émotionnel complet. Tu avais 50 000 € il y a 3 mois, ai-je dit calmement. Tu les as dépensés au jeu au lieu de payer tes dettes ou de construire une vie. Pourquoi te donner plus d'argent changerait quoi que ce soit? Parce que j'ai appris ma leçon, parce que je ferai mieux cette fois. Tu n'as rien appris, David. Tu blâmes encore tout le monde pour tes problèmes. Tu cherches toujours quelqu'un d'autre pour te sauver des conséquences de tes choix. Il m'a fixé pendant un long moment, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. L'humilité feinte a disparu, remplacée par un calcul froid. Tu sais, a-t-il dit lentement. J'ai parlé à certaines personnes en ville, leur racontant comment tu as abandonné ton propre fils après la mort de sa mère, comment tu te tournes les pouces sur des centaines de milliers d'euros pendant que ton unique enfant est sans abri et désespéré. Tu me menaces? Je te dis que les gens commencent à poser des questions sur le genre d'homme qui laisse son fils souffrir comme ça, sur ce qui est vraiment arrivé à l'argent de maman, sur le fait que tu sois le veuf en deuil ou que tu fasses semblant de l'être. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. David menaçait de détruire ma réputation de la même manière qu'il avait détruit tout le reste dans sa vie. Les gens d'ici me connaissent depuis 40 ans, ai-je dit. Ils connaissaient ta mère. Ils connaissaient le genre de personne qu'elle était. Crois-tu vraiment qu'ils penseront que je suis soudainement devenu quelqu'un d'autre? Ils croiront ce qu'ils voient, a dit David, un vieil homme riche qui n'aide pas son fils désespéré. Et quand le journal publiera l'histoire sur la façon dont tu m'as mis à la porte juste après les funérailles de maman, comment tu as refusé de me donner un héritage? Les gens commenceront à se demander. Je me suis levé lentement, regardant cette personne qui partageait mon ADN, mais qui était devenue quelqu'un de complètement étranger pour moi. Fais ce que tu penses devoir faire, David, mais notre relation est terminée. Je l'ai laissé assis dans ce dîner. Et en rentrant chez moi,
j'ai réalisé que Margaret avait eu raison sur tout. Elle savait que ce jour viendrait. Elle savait que David dilapiderait tout l'argent que nous lui donnerions et reviendrait en demander plus. Elle savait qu'à la fin, il nous détruirait plutôt que d'affronter la vérité sur lui-même. 3 jours plus tard, l'article de journal a été publié. Le titre disait « Un fils local affirme que son père âgé l'a abandonné après la mort de sa mère ». David s'était peint comme la victime d'un père cruel et cupide qui l'avait coupé sans raison. Mais Sarah Chen s'était aussi trompée sur autre chose. Les gens de notre ville nous connaissaient Margaret et moi depuis des décennies. Ils connaissaient le genre de personnes que nous étions, et plus important encore, ils regardaient David depuis des années aussi. L'histoire s'est retournée de manière spectaculaire. Au lieu de gagner de la sympathie, David s'est retrouvé face à une communauté qui l'avait vu grandir, l'avait vu décevoir ses parents à plusieurs reprises, et l'avait vu manquer les funérailles de sa propre mère pour des vacances. Le journal a reçu des dizaines de lettres me soutenant et condamnant le comportement de David. Des gens qui avaient connu Margaret partageaient des histoires sur son inquiétude concernant l'irresponsabilité de David. Des anciens employeurs se sont manifestés pour parler de l'historique de travail et du caractère de David. En une semaine, David s'était fait un paria dans la seule communauté qui aurait pu l'aider. Mais il n'avait pas encore fini de se battre. La confrontation finale a eu lieu par un froid matin de novembre, exactement 8 mois après les funérailles de Margaret. J'étais dans son jardin, préparant les roses pour l'hiver, quand j'ai entendu des pas sur le chemin derrière moi. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir de qui il s'agissait. « Bonjour, David. » Il avait l'air terrible. Maigre, non rasé, portant des vêtements qui n'avaient pas été lavés depuis des jours. La colère désespérée qu'il avait soutenue pendant des mois de plans ratés avait été remplacée par quelque chose de pire. Le regard creux de quelqu'un qui avait finalement épuisé ses options. « Je n'ai nulle part d'autre où aller », a-t-il dit simplement. Je continuais à travailler sur les roses, coupant la croissance morte, protégeant ceux qui pouvaient survivre à l'hiver. Ce n'est plus mon problème. Je suis ton fils. Non, ai-je dit, me retournant enfin pour lui faire face. Mon fils est mort il y a longtemps. Peut-être qu'il n'a jamais existé. La composure de David a craqué. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis toujours ton sang. Tu ne peux pas simplement effacer ça. Regarde-moi. Il est resté là un moment, vacillant légèrement, et j'ai réalisé qu'il était probablement ivre ou pire. Les gens à qui il devait de l'argent l'avaient clairement trouvé. Il y avait un nouveau bleu sur son visage et sa main gauche était enveloppée dans un bandage sale. « Ils vont me tuer », a-t-il dit calmement. « Les gens à qui je dois de l'argent. Ils ne jouent plus. » Je n'ai rien ressenti. Aucune vague de protection paternelle, aucune envie de le sauver une fois de plus. La documentation méticuleuse de Margaret sur sa cruauté, son mépris insensible pour sa souffrance, avait brûlé tout attachement persistant que j'aurais pu ressentir. Tu aurais dû y penser avant de dilapider l'argent que je t'ai donné. J'étais désespéré. Jessica m'a quitté. Je n'avais rien. Je pensais que si je pouvais juste gagner assez pour tout rembourser. Tu pensais résoudre ton problème de jeu en jouant plus. Comment ça a marché pour toi? Le visage de David s'est déformé de rage. Espèce d'enfoiré sans cœur. Pas étonnant que maman ait été si malheureuse à la fin. Vivre avec quelqu'un qui peut éteindre ses sentiments comme un interrupteur. C'est alors que j'ai craqué. Pas dans la colère, mais dans une clarté parfaite et cristalline. Ta mère n'était pas malheureuse à cause de moi, ai-je dit calmement. Elle avait le cœur brisé à cause de toi. Parce que ton fils se souciait plus de sa mort que de sa vie. Parce que tu lui as volé pendant qu'elle mourait et que tu comptais les jours jusqu'à ce que tu puisses hériter de ce qui restait. Ce n'est pas vrai. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué un des enregistrements que Sarah Chen avait fait. La voix de David a rempli le jardin. Désinvolte et cruelle. Elle s'affaiblit de jour en jour. Le médecin pense qu'il reste encore 1 mois ou 2 au maximum. David est devenu blanc en entendant ses propres mots rejoués. Ta mère a entendu cette conversation, ai-je poursuivi. Elle t'a entendu célébrer le fait qu'elle mourait. Elle a passé ces dernières semaines à savoir que son unique enfant attendait ses funérailles comme si c'était le matin de Noël. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Si, tu l'as fait. Et maintenant tu veux que je te sauve des conséquences de tes choix parce que nous partageons de l'ADN. Mais l'ADN ne fait pas une famille, David.
L'amour fait une famille. La loyauté fait une famille. Le respect fait une famille. Tu n'as montré aucune de ces choses à ta mère. David s'est affalé sur le banc de jardin où Margaret aimait s'asseoir quand elle était trop faible pour rester longtemps debout. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je m'en fiche de ce que tu fais. Ce n'est plus ma responsabilité. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Je vais changer. Je vais chercher de l'aide. J'irai en thérapie, aux réunions pour joueurs compulsifs, ce que tu veux. Tu as eu cette chance il y a 8 mois quand je t'ai donné 50 000 euros. Tu as eu cette chance il y a 3 mois quand je t'ai averti du chemin que tu prenais. Tu as eu cette chance chaque jour de ta vie d'adulte, et tu as choisi de la gaspiller. Alors c'est tout. Tu vas me laisser mourir? J'ai regardé cet homme assis sur le banc de Margaret dans le jardin de Margaret, me demandant de le sauver des problèmes qu'il avait créés en trahissant tout ce qu'elle représentait. Tu es déjà mort pour moi, ai-je dit. Le David que j'aimais, le fils que Margaret et moi avons élevé. Il est parti depuis des années. Je ne sais plus qui tu es, mais tu n'es pas ma famille. David s'est levé maladroitement. Très bien, si c'est comme ça que tu le veux, mais ne pense pas que c'est fini. J'ai encore des options. Non, tu n'en as pas. J'ai la confession signée qui documente ton vol. J'ai des enregistrements de tes conversations avec Jessica. J'ai des preuves de tout ce que tu as fait. Si jamais tu essaies de me contacter à nouveau, si jamais tu poses le pied sur ma propriété, je te ferai arrêter. Quelque chose dans ma voix a dû le convaincre qu'il disait vrai, car il a reculé lentement. Tu vas le regretter, a-t-il dit. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Le seul regret que j'ai, ai-je dit, c'est de ne pas avoir protégé ta mère de toi plus tôt. David est parti ce jour-là, et je ne l'ai plus jamais revu. J'ai entendu par Hélène qu'il avait été arrêté 2 semaines plus tard pour avoir tenté de cambrioler une maison en ville. Il a été condamné à 18 mois de prison. Quand il est sorti, il a quitté la ville pour de bon. 6 mois plus tard, j'ai reçu des papiers de divorce. Jessica divorçait de David depuis la Floride, invoquant l'abandon et la cruauté mentale. Elle lui réclamait également l'argent qu'elle avait perdu dans leurs entreprises échouées. La vie de David s'était complètement effondrée, comme Margaret l'avait prédit. Mais ma vie ne faisait que commencer. La fondation Margaret Holloway pour la recherche sur le cancer est devenue mon but. Je me suis consacré à la collecte de fonds, à l'organisation d'événements, au travail avec des chercheurs. Le dernier cadeau de Margaret pour moi n'était pas seulement une protection contre la cupidité de David. C'était une façon d'honorer sa mémoire tout en aidant d'autres familles confrontées à la même bataille que nous avions livrée. En 2 ans, la fondation avait récolté plus de 300 000 euros. Nous avons financé un poste de recherche à l'université médicale où Margaret avait reçu son traitement. Nous avons apporté un soutien aux familles qui ne pouvaient pas payer les coûts cachés du cancer, les choses que l'assurance ne couvre pas. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient perdu leur conjoint, d'autres parents qui avaient été déçus par leurs enfants, d'autres familles qui avaient été déchirées par la maladie et la cupidité. J'ai trouvé une communauté de personnes qui comprenaient que parfois la famille que l'on choisit est plus forte que la famille dans laquelle on est né. Hélène est devenue l'une de mes amies les plus proches, m'aidant avec la fondation et partageant des souvenirs de Margaret qui la maintenait vivante dans mon cœur. Patricia Williams, notre avocate, est devenue une conseillère et une compagne de confiance. Sarah Chen est restée en contact, me tenant occasionnellement au courant du déclin continu de David et de sa disparition éventuelle de nos vies. Le 2e anniversaire de la mort de Margaret, je me suis assis dans son jardin avec un verre de vin et j'ai lu la dernière lettre qu'elle m'avait laissée. Celle que je devais ouvrir seulement une fois que tout serait terminé. Mon chéri Robert, commençait-elle. Si tu lis ceci, alors David t'a montré exactement qui il est vraiment, et tu as trouvé la force de le laisser partir. Je sais à quel point cela a dû te faire mal. Je sais à quel point cela a dû être difficile de détourner le regard de l'enfant que nous aimions tant. La lettre continuait d'expliquer ses pensées les plus profondes sur David. Sa réalisation progressive que le fils qu'ils avaient élevé était devenu quelqu'un qu'aucun d'eux ne reconnaîtrait. J'espère que tu comprends maintenant que nous n'avons pas échoué en tant que parents. Nous l'avons aimé. Nous lui avons donné toutes les opportunités. Nous lui avons montré le bien du mal. Mais quelque part en cours de route, il a choisi de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de cruel, d'égoïste et de vide. Ce choix était le sien, pas le nôtre. Le dernier paragraphe m'a fait verser des larmes.
Je veux que tu saches que tu m'as donné le plus beau cadeau de ma vie. 42 ans de véritable partenariat. Tu m'as aimé complètement, m'as soutenu absolument, et est resté à mes côtés jusqu'à la toute fin. Ne laisse pas la trahison de David te faire douter de l'amour que nous avons construit ensemble. Ne laisse pas son obscurité ternir la lumière que nous avons partagée. Vis, mon amour. Sois heureux. Trouve la joie dans le temps qu'il te reste. Et sache que je t'attendrai quand ton heure viendra. Fier de l'homme que tu as toujours été. Je me suis assis dans ce jardin au coucher du soleil, entouré des roses que Margaret avait plantées, tenant les mots de la femme qui m'avait protégé même dans la mort. Pour la première fois depuis ses funérailles, je me suis senti complètement en paix. David avait fait ses choix. Il avait choisi la cupidité plutôt que l'amour, l'égoïsme plutôt que la famille, la gratification immédiate plutôt que le bonheur à long terme. Ses choix l'avaient mené exactement là où il mène toujours, au vide, à l'isolement et au regret. Mais j'avais fait d'autres choix. J'avais choisi d'honorer la mémoire de Margaret, de protéger l'héritage que nous avions construit ensemble, de trouver un sens à aider les autres plutôt qu'à permettre des comportements destructeurs. En rentrant dans la maison ce soir-là, j'ai réalisé que Margaret m'avait fait un dernier cadeau. Elle m'avait montré que parfois, laisser partir les personnes toxiques, même si ce sont de la famille, ce n'est pas renoncer à l'amour. C'est protéger l'amour. C'est choisir de nourrir les relations qui donnent un sens à la vie plutôt que de la drainer. Je me suis servi un autre verre de vin, l'ai levé vers la photo de Margaret sur le manteau de la cheminée, et j'ai murmuré « Merci pour tout, mon amour. Merci de m'avoir montré le chemin du retour. » Dehors, le vent de novembre bruissait dans le jardin de Margaret, mais à l'intérieur, finalement, il n'y avait que la paix.